Bienvenue dans la nouvelle vidéo de la chaîne du circuit-officiel.be. Alors, en couleur de circonstance pour le retour triomphal de nos Diables Rouges du Mondial de la Russie, ceci étant dit, eh bien, nous allons en venir au sujet de prédilection de notre chaîne, à savoir, dans cette série, donc, la réponse à cette fameuse question de journaliste. Donc, comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux phénomènes inexpliqués en général, donc au surnaturel, au paranormal, à l'ufologie, etc. En fait, c'est une question qui serait quelque part un petit peu personnelle, ça me regarde, mais c'est intéressant dans la mesure où ça m'amène à vous raconter quelques anecdotes qui me sont réellement arrivées, donc tout ce que je vous raconte est absolument authentique, qui en elles-mêmes n'ont pas vraiment une grande importance, mais qui permettront par la suite d'embrayer sur des sujets beaucoup plus fouillés, beaucoup plus intéressants et pointus. Alors, donc un ensemble de petites anecdotes pour cette fois-ci, on ne va pas faire dans les longueurs. Et la première se présente une fois de plus, c'est souvent comme ça, c'est souvent quand on est petit qu'il y a des choses qui vous marquent, parfois pour le restant de votre vie. Quand je vais avoir 6-7 ans, quelque part par là, alors que l'on habitait dans la maison de ma grand-mère, subitement, alors que rien ne le laissait vraiment présager, apparaît dans la pièce de séjour une boule de feu. On m'a expliqué par la suite que ça devait être un phénomène de foudre en boule, mais je n'y avais jamais assisté, et c'est relativement rare que pour pouvoir le raconter. Et effectivement, ça se présentait comme une boule d'une quinzaine de centimètres de diamètre environ, crépitante. Bon, ça ressemblait effectivement à quelque chose de plus ou moins flamboyant, avec des étincelles un peu partout. Ça avait l'air d'hésiter, ça ne savait pas très bien quelle direction prendre. Il y avait un conseil qui a fusé dans la pièce, parce que j'étais avec mes parents, bien entendu. Ne bougez pas. Pas besoin d'ailleurs de ce conseil parce qu'on était pétrifiés devant ce spectacle. La boule partait un petit peu dans tous les sens, et puis, bon, parce que ça a été très vite, hein, hop, c'est parti dans la pièce d'à côté. Je ne sais pas comment ça se fait, ça m'a donné l'impression de passer au travers de la porte vitrée qui donnait vers l'extérieur, vers la cour. Je ne sais pas si c'est passé réellement au travers, donc de l'obstacle en dur, ou bien si c'est passé par le trou de la serrure ou par le dessous de la porte, ça a été tellement vite, c'était pratiquement impossible de pouvoir distinguer comment ça s'est produit. Toujours est-il que l'on peut supposer que la boule en question est tombée dans la citerne avec un grand bruit, un grand fracas, un bruit d'explosion, et phénomène terminé. Voilà, c'est assez étonnant quand même. Ça a quelque chose d'assez effrayant, hein, disons-le carrément, et c'est quelque chose donc qui marque l'esprit d'un adolescent, qui donne envie d'étudier par la suite donc de quoi ce genre de phénomène peut se composer. C'est, paraît-il, donc à propos de la foudre en boule, un phénomène encore relativement méconnu de nos jours. Toujours est-il que bien plus tard, des années et des années plus tard, j'ai fait l'objet d'une probable tentative d'arnaque de la part d'un sujet canadien ou américain, je ne sais plus exactement, qui par mail m'avait envoyé un extrait de vidéo, parce que selon lui, donc, il détenait la grande révélation à propos des ovnis, la grande divulgation. D'après lui, toujours, donc, les ovnis pouvaient s'expliquer par l'électricité dans l'air, le phénomène, l'orage, donc les éclairs, ce genre de choses. Donc je visionne la vidéo en question, et ce que je vois, c'est un ciel avec des nuages, comme quand il y a de l'orage, avec des éclairs, bon, mais rien de particulier, c'est un orage, c'est tout, quoi. Voilà, bon, donc je lui réponds, je lui demande, je lui dis, écoutez, voilà, bon, votre vidéo, effectivement, on voit un orage, mais c'est tout, il n'y a aucun argument, il n'y a pas d'explication là-dedans. Oui, évidemment, qu'il me dit, ça, ce n'était qu'un extrait, mais si vous voulez la totalité de la vidéo, eh bien, évidemment, il faut payer la somme de autant. Voilà, doucement, pas question, moi, si j'ai pas quelque chose d'un petit peu plus concret quand même, faut pas me prendre pour le dernier des nazes, quoi, hein. Donc, je l'ai envoyé sur les roses, on n'a plus jamais entendu parler de cette histoire, si ce n'est de manière très superficielle. Il y a encore des théories qui parlent de ce genre de rapport, mais ça ne va pas bien loin. En tout cas, c'est une théorie qui mérite peut-être d'être étudiée, mais c'est tout, voilà, c'était juste pour faire la liaison entre ces deux points, et nous allons passer directement à l'anecdote suivante.
Alors après cet événement un petit peu à la Rascar-Capac, pour ceux qui connaissent les aventures de Tintin, je pense que ça se situait dans l'album Les 7 boules de cristal, si je ne m'abuse. Donc après cette histoire à la Rascar-Capac, eh bien, on va parler de l'histoire du Lascar Papa. C'est-à-dire que mon père, donc à peu près à cette époque-là, c'était peut-être 2 ou 3 ans plus tard, je ne sais plus exactement, vous savez, ça remonte à il y a tellement d'années que, enfin soit, il avait lu dans le journal de l'époque, donc un article qui parlait d'un événement spécial qui allait se dérouler dans la région d'Elzell, qui n'était pas très éloignée de Essen, où nous habitions. Euh, Cet événement en question était en fait une reconstitution historique. C'était à la fois historique et folklorique. Et ça allait se présenter sous la forme d'un sabbat des sorcières, animé par le diable en personne. Mais revenons donc un petit peu, si vous le voulez bien, aux choses sérieuses, et notamment donc à cet événement en question. Donc de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de festivités locales, donc destinées à l'amusement, à la fête. Il y avait tout un spectacle avec des personnages grimés, des entités qui pullulaient dans la région, toute une ambiance, prétexte à faire la fête, mais tout cela reposait sur des recherches sérieuses réalisées par un certain Jacques Van de Wattine, que je ne connaissais absolument pas à l'époque, mais qui allait faire son chemin par la suite, chemin qui allait d'ailleurs croiser le mien. Alors, ce monsieur donc avait réalisé des recherches et constaté que le 26 octobre 1610, c'est-à-dire donc sous le règne d'Albert et Isabelle, dans un régime inquisitoire, donc 5 malheureuses femmes avaient péri par le feu et la corde parce qu'elles étaient donc soupçonnées de sorcellerie. On comprendra facilement ce que ça veut dire, c'est-à-dire que dans un régime inquisitoire, on peut facilement comprendre que ces personnes ont tenté de se défendre et évoquer des arguments, mais ces arguments n'ont pas été acceptés. Et donc, on peut dire qu'elles n'ont sans doute pas été crues, mais elles ont bel et bien été cuites. Voilà, alors après quelques petites recherches, je me suis rendu compte que l'invitation de mon père à ce fameux événement du sabbat des sorcières d'Elzell constituait en fait la première édition de ce sabbat qui allait se renouveler chaque année et qui existe encore toujours aujourd'hui. Ça allait avoir un impact particulier donc sur ma petite personne. Ce qui m'étonne un petit peu, c'est que je vais quand même avoir malgré tout 13 ans à l'époque, en 72, et puisque ça a lieu au mois de juin. Voilà, enfin, ça c'est du détail, ça me perturbe un petit peu au point de vue chronologique, mais c'est comme ça. Soit. Plutôt que de faire de longs discours pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce sabbat des sorcières d'Elzell, son ambiance, etc., on va passer à des images, des photos et tout ça, que je vais vous commenter. Ce sera beaucoup plus parlant qu'un long discours. Alors à tous seigneurs, tout honneur, voici représenté sur l'un des murs de l'église du village le fameux Jacques Van de Wattine dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'instigateur principal, le père spirituel du grand sabbat des sorcières d'Elzell. Vous le voyez représenté ici donc en diable des collines, c'est l'une de ses appellations, au même titre que Jacques Elsézy ou encore Watkins, ce qui est plus facile à dire que Jacques Van de Wattine. Et voici maintenant sous ses traits véritables, tels que j'ai pu le rencontrer dans les années 80, dans les studios de la station indépendante lessinoise, lorsque, eh bien oui, j'étais donc radiolibriste, j'ai pu interviewer ce grand monsieur, je n'ai pas peur de le dire, j'ai pu rencontrer donc un être charmant, d'une gentillesse exquise et d'une grande érudition, qui multipliait les talents, parce que c'était un artiste polyvalent, il était dessinateur, peintre, sculpteur, graveur et un conteur hors pair, ce qui est un avantage tout particulier lorsque l'on fait de la radio, parce que je peux vous le dire, pour l'avoir vécu, pour l'avoir entendu, que lorsqu'il racontait ces histoires naturellement consacrées au surnaturel, au paranormal, aux sorcières, etc., aux choses de l'au-delà, eh bien tous les auditeurs étaient avec leur oreille rivée à leur poste pour écouter ces histoires époustouflantes. C'était vraiment un grand monsieur et je tiens à lui rendre hommage ici parce qu'il le mérite. Et c'est grâce à lui que la localité d'Elzell, donc en Belgique, doit énormément au point de vue folklorique. Il n'est pas le seul, mais on peut dire que c'est vraiment un personnage central. On doit à Jacques Van de Wattine la terrible sorcière Quintine, qui est en fait donc le personnage principal du sabbat des sorcières d'Elzell.
Rappelons que cette sorcière n'est d'ailleurs pas une invention, elle a eu une existence historique. Il s'agissait de Madame donc Quintine de la Clisserie ou de la Glisserie, qui est décédée donc exécutée parce qu'elle avait été soupçonnée de sorcellerie alors qu'elle avait une trentaine d'années, guère plus. Pour commencer à évoquer le sabbat des sorcières d'Elzel, j'ai choisi des photos donc des éditions de 2006 et 2009, comme vous pouvez le voir incrustées sur les images. Et on va procéder à quelques petites présentations. Vous voyez ici l'une des sorcières donc du sabbat, donc sur la place du village, accompagnée de mes enfants, Maëlys à gauche et Jonathan à droite. Et puis une photo très rare où on peut me voir accompagné de monsieur Daniel Cleven, qui est l'autre cofondateur du Serpi, alors qu'en fait donc à l'époque, en 1979, le groupe portait un autre nom, il s'appelait le GESO, pour Groupe d'études des sciences occultes. C'est une photo très rare, mais comme ça vous nous voyez tous les deux réunis pour une fois. Vous avez une image donc du duo qui a créé le fameux Serpi par la suite. Alors sur la photo suivante, vous pouvez voir à gauche mon épouse. Je ne pouvais pas la manquer dans une vidéo consacrée aux sorcières, et ça va certainement me valoir un coup de rouleau à tarte dans le meilleur des cas lorsqu'elle verra la vidéo. Alors, on débute en fanfare sur la place du village, c'est le cas de le dire, vous le voyez ici maintenant, donc ce ne seront pas les festivités qui vont manquer, et on peut constater que les sorcières se mêlent volontiers aux habitants, donc directement dans le village même, dans ses rues. On peut en voir d'autres ici maintenant, donc 2 sorcières, il y en a bien facilement une cinquantaine je crois, et d'autres entités comme celle-ci avec sa faux, donc qui représente probablement la mort, dans une édition de 2009. Des séquences particulières toujours sur la place avec d'autres entités qui viennent se mêler également, ici des espèces de grands papillons, retour aux entités rouges qui font leur balai, c'est le cas de le dire aussi parce qu'il y a beaucoup question de Ramos, un mot dialectique qui signifie un balai. Voici donc l'homme papillon qui un peu plus loin va se montrer d'ailleurs plus agressif, comme vous le voyez ici. Bon, tout reste bon enfant, bien entendu, on le comprend bien, c'est pour rigoler, et on en profite également pour faire la sortie des géants. Ça c'est quelque chose qu'on remarque dans pas mal de villes du Hainaut et d'ailleurs. Une représentation de la sorcière Quintine ou de l'une de ses comparses. Encore une sorcière, des sorcières en veux-tu, en voilà, ce n'est pas ça qui manque, c'est pas pour rien que c'est le grand sabbat des sorcières d'Elzel. Et pour la circonstance, toute la localité, ce n'est pas exagéré de le dire, est décorée de choses relatives au surnaturel. Il y existe même un sentier, les sentiers de l'étrange, où l'on peut se balader avec les sorcières, le diable, etc. On arrive ici sur le terrain même où ont eu lieu donc les exécutions en question. Ça va se remplir très rapidement, vous le voyez, il y a énormément de monde, ce sont des milliers de personnes qui viennent assister chaque année à ce fameux sabbat. Représentation pas tellement réussie du diable en question, mais je peux vous garantir que sur place il est impressionnant, bien présenté, en musique, avec des fumigènes, tout ce que vous voulez, l'ambiance est vraiment très forte. Alors, il y a tout un spectacle où les sorcières viennent raconter leurs méfaits et en profitent pour raconter pas mal de blagues. Retour sur la population émerveillée qui assiste donc à ce spectacle qui vaut le détour, disons-le carrément. Je vous parlais du diable qui apparaissait dans des fumigènes. C'est vraiment bien fait. Ça mérite de le voir au moins une fois. Ce diable qui évidemment tient le rôle central va distribuer des sortilèges, des récompenses aux sorcières ou éventuellement même des punitions lorsqu'elles n'auront pas fait leur travail correctement. Puis évidemment vont arriver les soldats qui vont procéder par la suite à un jugement sommaire et tout cela va se terminer après l'exécution de Quintine par un magnifique feu d'artifice. Toutes ces choses et bien d'autres encore sont expliquées en long et en large dans mon livre sur les phénomènes inexpliqués en Belgique aux éditions Jourdan de la collection Obscuria. Avec le grand sabbat des sorcières d'Elzel, on avait évidemment un événement important ou en couleur, marquant donc, dans la vie d'un jeune homme, certes, mais c'est évidemment en principe insuffisant pour justifier cet intérêt de particulier pour le surnaturel et le paranormal. Il faut qu'il y ait conjonction de différents facteurs et nous allons les voir, nous allons les développer ensemble, vous allez voir, c'est pas piquer les verres.
Alors le premier facteur, c'est le facteur narratif. Je vous ai expliqué comment est-ce que mes parents racontaient des histoires sur le surnaturel, sur le paranormal, etc., sur les fantômes, et ainsi de suite, tout ce qui concerne l'au-delà, mais aussi sur la guerre 40-45 qu'ils avaient vécue. Et donc c'était prenant, c'était marquant. Donc ça justifie effectivement mon dada sur la guerre 40-45, et d'autre part sur le surnaturel. Mais c'est encore insuffisant, donc il devait y avoir autre chose. À cela, on va ajouter un autre facteur que j'ai appelé événementiel passif. C'est le cas par exemple de notre petit diablotin, ou de la foudre en boule, ou les mystères de Cambron que je vous ai raconté. Vous savez, avec ces gens en vêtements d'époque qui apparaissent venant d'à peu près nulle part, des ruines qui semblent se recomposer et puis redevenir dans leur état initial. Ce sont des cas dans lesquels il s'est passé quelque chose d'apparemment incompréhensible, mais où on n'a rien demandé, où on est victime. Il y a autre chose. Alors je vais dire qu'il y a également un facteur de continuité. Parce que quand ces événements se produisent, quand un événement se produit, on peut toujours dire, voilà, bon, c'est un cas isolé, voilà, bon, ça s'est passé, mais bon, tournons la page. Non, ici, dans mon cas, il y a eu continuité. Et je vais en profiter pour raconter une autre anecdote qui s'est passée lorsque j'avais 10 ans et que nous habitions à Oligny, une petite localité située près de Lessines, dont je vous ai déjà parlé. C'était une petite fermette aménagée avec donc des dépendances pour mettre des chevaux, du bétail, etc. Mais nous n'avions pas ce genre de bestioles, nous avions seulement des poules, des canards et quand même des moutons. Bon, donc ça c'était inoccupé. Mais ces vieux bâtiments avaient pour caractéristique d'avoir les toilettes qui étaient situées à l'extérieur. Vous pouvez remarquer que dans les vieilles maisons, c'était comme ça, les toilettes étaient situées souvent au bout du jardin. Et ici, ben, ça ne faisait pas exception, il fallait traverser la cour, en tout cas, pour se rendre aux toilettes. Donc, à 10 ans, donc, je me lève quand la nuit pour satisfaire un besoin urgent. Bref, bon, il y avait quand même déjà de l'électricité, hein, bon, pas de problème. Mais la traversée de la cour devait se faire dans l'obscurité pratiquement la plus totale. Pas de problème, je traverse, mais arrivé au milieu, quelque chose d'assez terrifiant quand même, surtout pour un gosse de 10 ans, hein, rappelons-le, c'est dans un coin une tête de mort luminescente. Alors là, bon, évidemment, papa, maman, au secours, hein, bon, en fait, il s'agissait de quelque chose de relativement anodin. C'était une betterave creusée à l'intérieur. On avait fait 2 trous à la place des yeux, on a dessiné grossièrement un nez, une bouche, avec des allumettes fichées dedans pour figurer les dents, et à l'intérieur, il y avait une bougie. Mais je peux vous garantir que, surtout à 10 ans, rappelons-le, ça fait son effet quand même. Beaucoup moins marrant, c'était ces chauves-souris qui étaient clouées sur les portes de la grange. Ça, c'est plus inquiétant. Il y a des explications, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Mais quand on y repense, après, avec le recul, on se dit surtout que pour avoir fait ça, il avait fallu que quelqu'un entre dans notre propriété pour se rendre responsable de cette très mauvaise blague. Bon, dans ce cas-là, évidemment, il n'y avait rien de surnaturel, ça peut s'expliquer très simplement, on l'a compris. Mais je vais en venir au facteur suivant, qui est le facteur que je vais appeler d'implication personnelle. Parce qu'au bout d'un certain temps, évidemment, on commence à se poser des questions et il y a de quoi. L'une de ces questions, c'est par exemple, est-ce que les phénomènes auxquels j'ai assisté, les événements auxquels j'ai assisté, devaient se produire de toute façon, ne concernaient personne en particulier, tout le monde en général, ou bien, éventuellement, est-ce que j'aurais pu être concerné, moi? Par exemple, le diablotin, il devait venir de toute façon, ou bien il était venu pour ma mère, ou bien il était venu pour moi. Les mystères de Cambron-Casteau, ces gens en costume d'époque, ils devaient passer là de toute façon, ou bien est-ce qu'il fallait que je sois là pour pouvoir percevoir le mystère? Et puis je vais en revenir à ce fameux Jacques Van de Watine du Grand Sabbat des sorcières d'Elzel, parce que à la fin de notre interview, rappelez-vous, je l'avais interviewé à la radio, dans mon émission Bizarrement Vôtre, et il avait eu une réflexion tout à fait sibylline. Il avait fortement sous-entendu donc que, selon lui, j'étais nanti de facultés extrasensorielles, probablement médiumniques. Je ne sais pas du tout d'où il pouvait tenir ce genre de propos, d'autant plus qu'à l'époque, je n'avais rien fait qui permette de le corroborer. Mais le problème, c'est que ça allait venir, et que ça avait donc un caractère prémonitoire. Donc, dédoublement des questions que l'on se pose.
Alors, il y a également ce que je vais appeler le facteur régional. Et ça risque de vous donner le tournis. On va commencer par la ville de Lessine, qui apparemment est une ville comme une autre, mais vous savez que la Belgique, c'est un peu le pays du surréalisme. Et le surréalisme a été très bien représenté par un peintre célèbre, c'est René Magritte. Mais René Magritte, il était originaire de Lessine. Il y a d'ailleurs une rue qui porte son nom, rue René Magritte, anciennement rue de la Station, si mes souvenirs sont bons. Et René Magritte, il n'a pas seulement réalisé le fameux tableau «Ceci n'est pas une pipe», mais également, par exemple, et entre autres, «L'Empire des Lumières», qui est une œuvre qui porte bien son nom, parce que justement, il y a tout un ensemble, un truchement, un agencement particulier entre l'obscurité et la clarté. Mais il se fait, pour en revenir à nos moutons, que cette peinture, cette œuvre picturale, donc, a été à l'origine, elle a inspiré un certain William Friedkin, bien connu des cinéphiles, pour sa fameuse affiche du film L'Exorciste. Alors, si on parle de l'Exorciste, on parle forcément possession démoniaque. Et non loin de Lessine se trouve une certaine localité d'Arquatripon, derrière Elzel. Arquatripon, où il a aussi des questions d'exorcisme et de phénomènes de poltergeist, phénomènes que nous avons avec le Serpi approfondis au plus haut point. Et ça, on aura l'occasion d'en revenir, ça fait toute une affaire. À Flobeck, Flobeck, entre les deux, on a Wodek, on a Elzel avec son grand sabbat des sorcières d'Elzel, on a toutes ces rebouteux, ces sorcières, que parfois même l'on brûle, on a Wodek avec le trésor des Templiers, on a Flobeck où l'on trouve un certain Plastique Bertrand, il faudrait quand même que je vous en parle 2 secondes là. Donc, Plastique Bertrand, alias Roger Jouret pour les intimes, n'est pas originaire de Lessine, mais on peut dire quelque part qu'il est un petit peu le produit de Lou de Preek, que l'on connaît mieux sous l'appellation Lou et les Hollywood Bananas. Petite coïncidence, je suis allé à l'école avec l'une de ces Hollywood en question, de ces bananas plutôt, mais bon, soit fermons la parenthèse. Donc, en fait, le jeune Plastique Bertrand évolue dans la région, et plus exactement à Flobeck, qui est tout près de Lessine. Bon. Alors, là, il faut que je fasse un petit détour pour que vous compreniez, un petit détour par l'ufologie. L'ufologie dont on fait généralement remonter les débuts à 1947 à cause de l'affaire de Roswell et de Kenneth Arnold. Alors, ce fameux Kenneth Arnold avait aperçu des ovnis, mais s'était fait traiter par les sceptiques de l'époque de pélicanistes, parce que ces sceptiques en question avaient attribué son observation d'OVNI à un vol de pélican. Et je vais vous donner en mille l'un des premiers groupes dans lequel a évolué Plastique Bertrand à ses débuts, donc, s'appelait les Pélicans. Peut-être simplement une coïncidence, hein, mais enfin bon, soit. Un autre groupe dans lequel le même Plastique Bertrand a évolué, c'était Hubble. Hubble, eh bien, les passionnés d'astronomie vont vite comprendre, le télescope, ufologie, vite compris. Tiens, dans la discographie de Plastique Bertrand, est-ce qu'on ne trouve pas sa planète pour moi, tout petit la planète, ou même ultraterrestre? Tiens donc. Alors, eh bien, Plastique Bertrand, il y a encore pas mal d'autres coïncidences avec l'ufologie. Par exemple, dans son autobiographie, on trouve, eh bien, vous pouvez le contrôler par vous-même, à la page 41, une observation, mais alors là, vraiment grandiose, d'un ovni gigantesque, hein, pas le tout petit machin, mais vraiment gigantesque, aussi grand que la totalité du bâtiment du musée, là où il se trouve. Et le problème, c'est qu'évidemment, on pourrait toujours dire, mais Plastique Bertrand, dans son autobiographie, il invente n'importe quoi, il n'y a rien qui nous dit que c'est vrai. Le problème, c'est qu'il est accompagné d'une vingtaine de témoins, des témoins qui ne vont parler de cela à personne, donc finalement, peu d'importance. Sauf qu'il y a aussi, avec Plastique Bertrand, un journaliste, excusez du peu, d'un grand journal bruxellois, et qui, tout journaliste qu'il est, n'en parlera pas du tout dans son canard, si je puis dire. Il y a aussi, ce jour-là, avec Plastique Bertrand, un certain Michel K. Je vais donner juste l'initiale, ce sera mieux comme ça. Il se fait que ce sera le parrain de l'un de ses enfants. Il se fait aussi que la personne en question, qui se revendique des services secrets, a mis au point un ensemble d'appareils, je veux dire des plus légers que l'air, une espèce de dirigeable, si vous voulez, qui sont très maniables, qui sont très sophistiqués, qui seront brevetés
et proposé à l'armée belge et aussi en guise d'explication à la vague d'OVNI de 1989. Ça fait quand même pas mal de choses, faut dire, non? Vous trouvez pas? En fait, donc, je pourrais continuer comme ça, continuer et continuer encore et faire des redites, mais je pense que vous avez compris que, eh bien, justement, il y a ce phénomène de continuité. Et c'est vrai que partout, dans tous les cas, dans toutes les circonstances, le mystère va me coller à la peau. Je ne le recherche pas, je n'ai pas besoin de le rechercher. Il vient à moi, tout simplement. Et je vais en profiter pour vous raconter une autre petite anecdote, mais qui n'est quand même pas piquée des verres. En tout cas, elle est amusante, même à défaut d'être vraiment spectaculaire. Donc ça se passe à l'époque où j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse, et voilà qu'au bout d'un certain temps, ben, je m'aperçois qu'elle n'a pas de montre. Alors bon, ben, évidemment, les petits cadeaux entretiennent l'amitié, je lui offre une montre, elle la met à son poignet, et très peu de temps après, la montre s'arrête. Ah, bon, soit défaut à la montre, petit problème, donc horloger, changement de la pile, etc. La repasse à son poignet, et la montre s'arrête. J'essaie avec une autre montre, même phénomène. Alors là, je choisis un autre type de montre. Vous savez, avec les aiguilles, hein, donc, je peux arrêter, je pense que vous avez compris. Et bien là, on va assister quand même à quelque chose d'assez amusant, c'est que bon, ben, elle met cette montre à son poignet, et là, la montre ne s'arrête pas. Non, pas exactement en tout cas. C'est-à-dire que les aiguilles tournent, au bout d'un certain temps, eh bien, elle s'arrête et elle commence à tourner dans l'autre sens. C'est plutôt bizarre quand même. Bizarre aussi de savoir que dans la famille de mon épouse se trouve une personne qui était réputée pour être une sorcière, mais il ne faut pas aller si loin, puisque la maison dans laquelle nous habitons, qui est également le siège social du CERPI, est réputée pour avoir été habitée jadis par une sorcière. Alors bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, ça je n'en sais rien. Toujours est-il que nous avons la matière première au CERPI à étudier, je ne vais pas dire au quotidien, ce serait exagéré, mais nous avons effectivement déjà remarqué des choses tout à fait bizarroïdes. Dans ces conditions, vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire autrement que de l'étudier le plus objectivement possible, parce qu'il faut quand même essayer de trouver des solutions cartésiennes, scientifiques, pas dire n'importe quoi, pas inventer des histoires. Mais en définitive et en conclusion, la question n'est plus vraiment de savoir comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux phénomènes surnaturels, paranormaux, etc. La question, eh bien, elle serait plutôt désormais: comment aurais-je pu faire pour ne pas m'intéresser au phénomène en question? Là-dessus, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite plein de bonnes choses et à la prochaine. Salut!